Aujourd'hui, Itinéris vous emmène à Strasbourg découvrir le Palais de l'Europe comme vous ne l'avez sans doute jamais vu. Nous débutons la visite en évoquant ce bâtiment dessiné par Henri Bernard et inauguré le 28 janvier 1977. C'est un bâtiment carré qui fait, je crois, 64 000 mètres carrés. Et à l'intérieur se trouve le cœur du Conseil, qui est l'hémicycle où ont lieu les sessions de l'Assemblée parlementaire. À l'extérieur, vous avez remarqué qu'il y a trois couleurs dominantes. Le rouge, qui en fait représente le grès des Vosges, c'est un agrégat de grès des Vosges. L'argent, avec l'aluminium, et le brun doré des vitres. Les jeunes manifestent, pionniers d'une grande idée, l'union de l'Europe. Car l'Europe a soif de paix. Trop longtemps, elle s'est battue contre elle-même. Il faut lever les barrières, bousculer les préjugés, faire sauter les divisions. Il faut abattre les frontières. Aux applaudissements des masses, puissantes lorsqu'elles sont unies, sans force lorsqu'elles sont déchirées. Il faut en finir, car toute cette misère est intolérable. De temps en temps, voyez-vous, on a envie dans cette assemblée d'être un peu fou, de laisser de côté sa sagesse et sa raison, et de croire que pour bâtir les grandes choses dans le monde, un peu d'espérance, un peu de confiance et un peu de foi servent plus que toutes les sagesses procédurières. L'organisation a été créée suite aux deux guerres terribles que nous avons connues en Europe. Il s'est produit sur tout le continent un effondrement total des valeurs liées aux droits de l'homme et qui est à l'origine des deux guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, il était manifeste que nous devions construire une nouvelle Europe, fondée sur des valeurs communes et sur des droits de l'homme universels. Ici à Strasbourg, nous avons mis en œuvre la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies et institué un instrument puissant comportant différents mécanismes de suivi avec au sommet la Cour des droits de l'homme. 800 millions de personnes ont ainsi le droit de saisir la Cour en cas de violation de leurs droits dans leur pays d'origine. Première étape de notre visite, l'hémicycle du Palais de l'Europe. Nous sommes dans le cœur vraiment du Palais de l'Europe. C'est le grand hémicycle où se réunit l'Assemblée parlementaire, principalement l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais également le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Le Parlement européen s'est réuni dans cet hémicycle jusqu'en 1999, où il a eu son propre hémicycle dans des bâtiments à côté du Palais de l'Europe. L'Assemblée parlementaire se réunit 4 fois par an et débat de tous les sujets de société et des priorités du Conseil de l'Europe. Les grands de ce monde sont tous passés dans cet hémicycle. L'image, les photos ont paru partout, on les a vues. Il y a eu le pape Mikhail Gorbatchev qui est venu ici en 1988. C'est la première fois qu'on a parlé de maison commune d'Europe et il a lancé, c'est à partir de là, l'année suivante a eu la chute du mur de Berlin. Donc c'est un lieu chargé d'histoire où énormément de monde est venu s'exprimer. Michel nous emmène ensuite dans la salle des pas perdus qui entoure l'hémicycle. Cette architecture date des années 70, puisque le bâtiment a été inauguré en 77. Et on trouve ici une architecture assez remarquable et assez innovante à l'époque, puisque nous sommes entourés par des arcs de bois d'acajou en lamellé-collé, qui était à l'époque une technique tout à fait nouvelle et qui a été utilisée. Et on retrouve donc la chaleur de ce bois un peu partout. Aux 4 coins du palais, des objets d'art, décors couloirs, jardins, salles de réunion et bureaux. Ils ont été offerts par les pays membres suite à leur adhésion
au Conseil de l'Europe. Dans ce lobby, qui est le lobby du comité des ministres, ou le foyer du comité des ministres, puisque nous sommes à côté de l'entrée de la salle de ce comité, et où nous figure déjà un cadeau, qui est le mur en bois, qui s'appelle Nuit d'été dans le Grand Nord, et c'est du bois de pin, donc offert par les Norvégiens. Nous avons aussi dans ce foyer un piano à queue magnifique, offert par l'Estonie, et vous trouverez aussi un mobile offert par le gouvernement espagnol qui s'appelle Helicoïdal. Mais également au mur, une tapisserie représentant un poème d'Éluard qui a été offerte par la France, et le président Mitterrand était venu en personne pour l'offrir à l'époque. Autre lieu du palais, le comité des ministres, chargé de la représentation nationale des États membres par les ministres des Affaires étrangères de chaque nation. Nous travaillons sur de nombreux projets. Aujourd'hui, grâce à la contribution, aux travaux, aux normes et aux valeurs, ainsi qu'aux mécanismes de suivi de ces normes apportés par le Conseil de l'Europe, l'Europe possède, sur le plan de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit, les normes communes les plus perfectionnées. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous considérez l'Europe dans son intégralité, depuis l'Irlande jusqu'à la Turquie et du Portugal à la Finlande, vous voyez que les mêmes valeurs sont défendues. Nous quittons le comité des ministres pour nous diriger vers l'une des nombreuses caves du palais. Nous sommes accueillis par Sylvain, responsable des archives. Il nous emmène visiter l'un des cœurs du bâtiment qui conserve les mémoires du Conseil de l'Europe. Vous vous trouvez ici dans une des caves d'archives du Conseil de l'Europe, une des réserves. Il y en a 9 comme celle-ci. Sont entreposés tout le travail, toute la somme de travail pendant 60 ans du Conseil de l'Europe. Et parmi ces dossiers, il y en a un que j'aimerais bien vous faire découvrir parce que je trouve qu'il est assez sympathique. Le voici. C'est ce dossier-là qui présente, à mon sens, un certain intérêt. C'est le dossier de l'élaboration du drapeau européen tel qu'il est aujourd'hui. Alors ce dossier-là, il comprend un certain nombre d'ébauches parce qu'il y avait eu un concours organisé à cette époque et je crois que tout le monde pouvait y participer. On est début des années 50 et voyez par exemple les drapeaux auxquels vous avez échappé. Celui-là, il est assez sympathique. Alors là, c'est un dessin d'enfant visiblement, avec une composition de drapeau. Je crois que c'était ouvert à tous les citoyens. Et donc c'est pourquoi on a des contributions de diverses natures. Et là, vous voyez, voilà, on a des dessins qui visiblement semblent des dessins d'enfants, des ébauches. Ça aussi, Europe. Voilà, un joli drapeau. Alors à cette époque, il y avait... Ah voilà, là on arrive déjà à quelque chose qui n'est pas très loin du drapeau actuel. Il y a seulement 10 étoiles là, sur celui-ci, mais on voit que le concept des étoiles a été travaillé. Et finalement, on s'est aperçu que c'était un de nos collègues, M. Heitz, qui travaillait à la distribution, qui a conçu ce drapeau avec la bannière actuelle, avec les 12 étoiles sur fond bleu. Et aidé par le directeur de l'information de l'époque, M. Lévy, ils ont fini par aboutir au drapeau actuel. Alors le drapeau actuel, il a été adopté en 1956 et puis ensuite officiellement donc, et ensuite l'Union européenne l'a adopté en 1986, donc beaucoup plus tard. Et celui qui est connu maintenant comme le drapeau de l'Union européenne, c'était donc le drapeau du Conseil de l'Europe depuis l'origine, depuis 1949, enfin 1950 là ici. Et c'est un plaisir de les conserver. Parce qu'avec le recul du temps, on s'aperçoit que bien voilà, plein de gens ont réfléchi à ce qu'il fallait donner comme symbole pour l'Europe. Et aujourd'hui, ce symbole, il fonctionne encore. Hein. C'est cette bannière, on en est fiers.
Et voilà le travail qui a été fait pour elle. Ernst, hello. Hello, Sylvain. Hi. Hello. Je t'apporte un disque, si tu veux bien me le nettoyer, le Oui. numériser. C'est une session de 1960, Oui. Monsieur Soubet. Ok, avec plaisir. Alors, la première chose est bien sûr de nettoyer cette disque. C'était dans notre cave de nos archives pour très longtemps. Bien sûr, un peu de poussière, c'est-à-dire c'est très nécessaire de nettoyer. Le format est très extraordinaire. Il y a un diamètre de 44 cm et c'est très rare dans les archives. Normalement, on a des disques plus petits, mais ce format est très rare. Après, c'est joué dans notre système ici, dans notre PC. Nous avons au surplus pour qu'il ne dépasse pas. Et le matériel va être traité dans ce système sur la base digitale. Et c'est premièrement les crackers et les clics, et aussi équilibrer un peu les niveaux. Il n'y a pas d'observation, je déclare le procès-verbal adopté. Les noms des suppléants siégeant à la présente séance a été affiché. La liste de présence sera annexée au procès-verbal ainsi qu'au compte-rendu des débats. Dans un endroit unique, on va dire. Alors là, vous êtes sur le toit du Conseil de l'Europe, hein, juste en face, la Cour des droits de l'homme. Hein. En face, là-bas, on voit la cathédrale de Strasbourg. Et entre tous ces bâtiments, juste en dessous, là, c'est l'hémicycle. Sous le toit du palais, nous retrouvons Christian et Francis, membres actifs et bénévoles du Radio Amateur Club du Conseil de l'Europe. Notre but, c'est de promouvoir les activités du Conseil de l'Europe. Ces activités sont, chaque année, il y a des campagnes, des grandes campagnes qui sont lancées, les droits de la femme, les violences faites aux enfants, les droits de l'homme, etc., etc. Donc nous, notre but, c'est, dans un premier temps, se servir du radioamateurisme en travaillant 3 ou 4 fois dans l'année durant tout un week-end de 48 heures et d'établir le plus de contacts possible. Environ 3500 contacts, en gros, par week-end. Le contact sert de vecteur, de support, parce qu'on n'a pas le temps, il y a trop de radioamateurs qui nous répondent, étant donné que la station du Conseil de l'Europe est une station unique, avec un indicatif unique, comme l'ONU à New York, comme l'ITU à Genève ou l'AIE à Vienne.